Un constat, un combat. Dans un monde où une information chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les petites nouvelles de novembre, partie 2. Salut Sébastien. Salut Gauthier. Alors, donc aujourd'hui, on va se poser la question Punk is not dead, puisqu'on va s'interroger sur la suite du mouvement cyberpunk, qu'on avait vu la semaine dernière, comment le mouvement cyberpunk a explosé en plein vol, mais que le punk est devenu extraordinairement à la mode au cours des 30 dernières décennies, en devenant plein de styles différents. Et alors, dans tous ces styles, lequel tu voudrais qu'on évoque en premier? Alors, Punk is not dead, ouais, alors il y a quand même eu, on pourrait se concentrer sur, pour moi, il y a trois, dans les univers de science-fiction et dans les mouvements, il y en a trois qui ont connu un destin très différent et des fortunes diverses. Le plus célèbre de tous, et qui est même l'enfant légitime du cyberpunk, c'est le steampunk. Avec c'est donc un rétrofuturisme qui imagine une société faux victorienne, mais où les technologies du 19e siècle permettraient d'envoyer des gens dans l'espace ou des ordinateurs qui fonctionneraient avec par simple principe mécanique. D'ailleurs, le roman un peu précurseur du fondateur du cyberpunk a été coécrit par les deux chefs de file du mouvement cyberpunk, donc notre Sterling et notre ami Gibson. Ça, c'est celui qui a été vraiment prolifique avec des effets qui a infiltré même sur le plan purement esthétique, la mode, des groupes de musique, des séries, des animés, des jeux, le jeu, ça a été vraiment, vraiment, vraiment licencié. Au point où on peut vraiment se demander si qu'est-ce qu'il y a vraiment de punk dans le steampunk, parce que c'est quand même, mis à part une certaine nostalgie d'une époque en fait que personne n'a connue, où la technologie est plus facile à appréhender, qui repose sur des principes beaucoup plus simples que la technologie réelle, qui est notre quotidien, qui est un peu marqué sous le signe de la black box, c'est-à-dire vous savez ce que vous faites, vous appuyez sur le bouton, vous obtenez un résultat, mais ce qui se passe entre les deux est en fait entre les mains n'est compris réellement par une Un poignée de. algorithme secret de Google. Voilà, que ce soit un Google ou comment fonctionne votre smartphone, ce n'est vraiment compris que par une poignée de gens hautement qualifiés. Un peu comme chaque technologie à chaque époque donnée, en fait. Donc, une façon à la fois de la culture populaire de se réapproprier la technologie mais en fait, dans le steampunk, concrètement, c'est plutôt de l'esthétique et de l'entertainment. Et alors, on peut dire par exemple que le steampunk a existé avant le cyberpunk. C'était l'anticipation un petit peu de la fin du 19e siècle. Oui. Parce que Jules Verne, c'est très steampunk d'une certaine Mm. manière. Ou alors Frankenstein, c'est Mm. aussi une œuvre qu'on pourrait qualifier de steampunk. Donc il y a un côté très... En fait, c'est la commercialisation d'un courant littéraire qui existait, qui était très populaire dans l'anticipation. Je pense également aux œuvres de Danritt, le colonel Drian, où c'était un peu de la prospective militaire du début du XXe siècle. Il y a aussi là tout simplement même la guerre des mondes aussi avec les machines extraterrestres un peu baroques. En fait, comme l'anticipation c'est né au 19e siècle, le steampunk a en fait peut puiser déjà sur un moderne contemporain peut puiser sur un héritage assez riche.
il y a il y a deux concurrents qui eux sont, enfin il y a aussi le Dieselpunk qui est moins connu mais qui connaît un certain succès particulièrement avec la mode qu'il y a eu récemment des 20 dernières années sur la dystopie, la dystopie Je vois était à pas la ce que mode. c'est le dieselpunk. J'avoue Dieselpunk, que c'est la même chose, mais avec les technologies de la deuxième révolution industrielle. Électricité, pétrole. Donc, tout ce qui est tout ce qui est très, et là, qui pour le coup ne s'inspire pas non des auteurs du 19e siècle, début du 20e, mais plutôt du pulp. Donc, en fait, c'est Indiana Jones contre les robots, c'est des nazis qui se battent sur la Lune et qui ne perdent pas la guerre. Donc, il y a parfois même des crossovers avec l'Uchronie, notamment l'Uchronie dystopique, avec par exemple une victoire de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est plus avec et sur l'esthétique, ça puise aussi beaucoup sur l'art déco. Donc, c'est un peu comme par exemple ce vieux film Power Rangers. Non, pas Power Rangers, pardon. Je me rappelle plus où c'était justement quelqu'un avec Rocket, un jetpack. ouais, Rocket Rocket Ranger. Mad, c'est totalement ça, ou Captain Sky, ou ce genre de choses. Tu vois, les locomotives de l'époque un peu moderne, les premières locomotives électriques, qui avaient des formes très profilées, très racées, bah, imagine ça, et tu en fous partout dans l'air, dans l'espace, sous l'eau. Donc, ce style très racé, mais à la fois beaucoup plus austère. Et en fait, tu as même deux branches, deux tendances dans le dieselpunk. Tu as ce qu'on appelle le dieselpunk pour en parler, qui est assez sombre, assez très grès. Tu vois, c'est le pétrole, c'est la guerre, c'est très graisseux, c'est très sale. Donc tu as beaucoup des architectures néo-soviètes, donc le style Staline, des trucs, des immeubles écrasants, des dictatures, une guerre qui n'en C'est finit un pas. petit peu, par exemple, le design, tu sais, des ennemis dans les premiers jeux de guérilla, là. Comment ça s'appelait déjà? Ah, tu vois, sur PS2, ah zut, le nom m'échappe. Oui, enfin bref, c'est pas grave. Killzone, ouais. Oui, Killzone. Killzone sont des nazis. Non, ouais, c'est ça. Tu peux dire d'une certaine façon, Star Wars l'Empire, c'est très où en fait George Lucas s'est beaucoup inspiré du style de l'art déco. Bon, la République, c'est l'art déco sympa, les Roaring Twenties, c'est très bling, c'est très luxueux. L'Empire, c'est l'art déco un peu moins sympa quand ça vient au brutalisme. Tu vois, et du coup, tu as aussi une tendance dans les punk qui est un peu opposée, qui est plus qu'on se retrouve plus qui s'intéresse plus à l'art déco, qu'on appelle d'ailleurs par un jeu de mots le déco dance, décadence d'art déco. Donc ça, c'est à la fois pour le coup, ça reprend du cyberpunk, ça reprend en fait des univers plus sombres et parfois plus désespérant parce que soit on s'amuse bien, c'est la décadence, c'est Gatsby le magnifique qui rencontre Internet, soit c'est des univers un peu tristes. Tu vois, quelque part aussi, Batman, l'univers de Batman et Gotham City dans sa version classique, c'est très dieselpunk parce qu'on voit des gens habillés comme dans les années 40, mais ils ont des technologies qui n'existent tout simplement pas dans les vraies années 40. Donc Oui, c'est en c'est fait un peu comme ceux de Burton, en fait. Les premiers de Burton sont dans cette veine-là, le exactement Gotham City comme de Burton. où la Avant que série, ça devienne la foire au fluo dans Batman Forever voilà, l'horreur ou le Chicago dans la trilogie de Nolan. ouais, qui est par contre fait très moderne et très peu, qui est tout simplement New York, quoi. Tu as aussi, peut-être avais aussi la première série animée Batman. En fait, le Dieselpunk justement la critique, là où le steampunk fait apparaître maintenant un peu mainstream, parce que c'est complètement digéré. Tu as le Surtout dans les Dieselpunk. groupes de métal de filles japonaises, j'ai Mmh. remarqué. Ouais, ouais, Et ça attire pas mal un public féminin, le steampunk, c'est très populaire auprès de ça ça. attire beaucoup les Asiatiques aussi, parce que faut jamais oublier que mon avis, le breakthrough du steampunk en Europe, c'est Final Fantasy VII, où tu es dans un univers qui est assez. Alors, il y a un côté cyberpunk au début,
Mais après, on est plus. Et beaucoup de jeux de rôle japonais sont très steampunk dans l'esprit. Ou dieselpunk, c'est-à-dire en fait avec à côté les fachos de service qui font quand même très nazis et avec des mechas. Là, en fait, très franchement, la frontière entre ces différentes tendances est parfois plus que floue. Alors, je D'ailleurs, crois qu'il y a un truc, si je puis me permettre, sur le steampunk pour rebondir, et il y a un truc qui est très marquant souvent, c'est la réutilisation de personnages qui ont réellement existé ou alors de personnages littéraires connus, d'archétypes. bien C'est sûr, peut-être aussi pour ça il a très bien fonctionné. Je pense notamment, alors le truc génial en steampunk, c'est bien sûr la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. voilà, ils se sont Pas pas le fait chier, ils ont film, repris toute la. non mais pas le film, mais le comics d'Alan Moore, où Oui. tu vois une équipe de super-héros avec Dr. Jekyll, l'homme invisible, etc., etc. Mm. Et je crois que c'est toujours le truc qui m'a fasciné dans le steampunk, parce que la promesse de base du steampunk, c'est Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, en Ouais, réalité. C'est de mélanger des personnages fictifs avec des personnages réels, de faire se rencontrer le créateur et la créature. Tu sais, on retrouve Frankenstein. Et ça, c'est quand même une promesse qui est ultra puissante, parce que il y a quelque chose dans cette fin du 19e, début 20e siècle, c'est que on a quand même les plus grands archétypes de la littérature moderne et les personnages les plus fascinants d'un point de vue créatif. Je pense à Rimbaud, je pense à Baudelaire. Les faire dans un univers steampunk, c'est quand même assez intéressant. oui. Surtout que certains, comme par exemple, comme Rimbaud, il a eu deux parties de sa vie, une partie écrivain bohème et une autre où il a vendu des armes dans la Corne d'Afrique, donc ou au Soudan, je ne sais plus. Donc tu peux très facilement t'amuser à faire des rencontres de ce genre dans des mondes imaginaires. Et puis la Euh, rencontre fantastique technologie. Puisque à l'époque, quand tu vois par exemple les photos du premier tapis roulant à Paris, hmm, les gens sont émerveillés comme des gosses, hmm. et la différence entre magie et technologie est pas si évidente que ça. Et tout ça, tu peux le mettre dans le steampunk. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles le steampunk a eu un nom populaire, c'est qu'en fait, il a justement les mêmes atouts que la fantasy. C'est-à-dire, c'est ce qu'en font tous les imaginaires sont, c'est l'escapisme, l'évasion. Et en l'occurrence, la, il y a pas mal de passerelles entre le steampunk et la fantasy, et parce que justement, c'était une époque où qui même si elle pouvait être extrêmement brutale, notamment pour ceux qui étaient du mauvais côté du manche, il y avait une part de merveilleux, c'est-à-dire que tout n'était, il y avait encore on se demandait qu'est-ce qu'on va encore découvrir, une une vraie fascination et un naïf même encore devant le pouvoir de la technologie. La Euh, fée électricité. voilà, exactement. Le dieselpunk dans son autre sens, il y en a qui ont fait remarquer qu'en fait, finalement, c'était peut-être pas un mouvement si original que ça, parce qu'en fait, pas du tout original, parce que si on regarde bien, ça a toujours existé la culture des pulps, dans l'art, euh, dans le design des produits de consommation après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'architecture, tout ça, vraiment en Amérique, en tout cas, une sorte de volonté à chaque fois de recycler des styles et de plonger en fait que le dieselpunk est en fait prolonge la tradition du pop art en fait et de faire justement de faire des mélanges non pas entre justement la littérature la source des littératures plutôt tout ce qui est dans la culture populaire américaine. Et en fait, parce que Mhm. c'est quand même cette période, en fait, et avec le Far West, justement, un peu c'est un peu pour les Ben, États-Unis, ce sont les mythes américains, en fait. ouais, c'est ça. Il y a un Deuxième, personnage qu'on n'a pas évoqué, mais que je trouve très dieselpunk pour le coup, c'est Captain America. totalement. Et quand on regarde aussi l'histoire de Captain America en termes de création,
Déjà, comme la plupart des archétypes Marvel qui sont créés, qui vont être créés entre les années 40 et 60, c'est un wasp, mais vraiment caricatural. Steve Rogers, voilà, comme Bruce Banner, comme Peter Parker. Tu peux pas faire plus wasp, alors que les auteurs sont généralement des juifs venus d'Europe de l'Est. Stanley, par exemple, etc. Et il y a vraiment un truc, en fait, c'est la volonté de ces immigrés récents de créer des archétypes américains, mais qui ne sont plus les archétypes du Far West, qui sont les archétypes d'une société où déjà, c'est toujours la question du super-héros qui est en fait une identité secrète où il est faible. C'est un peu comme l'enfant d'une métropole ou le salarié d'une métropole qui rêve en obéissant à son patron le soir, toute la journée, mais qui se dit, oui, mais la nuit, j'endosse un costume de super-héros et je te nique en réalité. Donc, il y a un petit peu une adaptation à la nouvelle Amérique où tu sors plus ton col. Et donc, je ne sais pas, Billy the Kid va être remplacé par Steve Rogers. Mais là où on voit qu'il n'y a pas vraiment la césure, c'est que Steve Rogers donc, est inventé pendant la Seconde Guerre mondiale, où on est plus dans une logique là, de propagande. C'est un peu le mythe de l'arme, comment dire, la Wunderwaffe, la Wonder Weapon. On le met sous la glace, il revient dans les années 60, mais en fait, il n'y a pas la même rupture chronologique, tu vois, à mon avis, qu'avec le steampunk, parce que le steampunk, c'est 19e, 20e siècle, et il y a une césure de 80 ans, quoi, avant que ça revienne vraiment à la mode. Tandis que le dieselpunk, ça s'inscrit quand même dans une continuité. Oui, c'est tout simplement parce que plus que nous, en fait, l'Amérique, c'est la civilisation de la voiture, du moteur à explosion qui est un peu la technologie maîtresse en fait l'électronique de première génération. C'est autour de ça que tourne le dieselpunk, et aussi de la victoire des Alliés contre les nazis, ce qui est un peu quand même leur euh, la pierre angulaire, aussi une pierre angulaire de leur identité. Et en fait, et là je l'évoque très brièvement, en fait, le dieselpunk a un petit frère qui s'appelle l'atom punk, tout simplement. Où en gros, là, tout tourne autour de la technologie des années 50-60, avec des années 50, avec la grande nouveauté de l'énergie atomique. Donc ça, et ça, je vais y aller rapidement. Le plus emblématique, c'est la licence Fallout. Donc, avec cette Amérique rétro-futuriste qui n'a jamais connu le doute, mais qui, ironiquement, a fini par s'autodétruire, finit par se foutre en l'air. Là, en fait, on peut peut-être passer rapidement là-dessus pour aller à la tendance la plus récente, celle qui, esthétiquement et même politiquement, qui est peut-être la plus punk actuellement, c'est le solar punk. Ça, je ne connais pas. Moi, j'en vois un autre punk, mais j'en parlerai après. Alors le solarpunk, c'est tout simplement, peut-être en réaction justement de cette vague qu'on a eue sur la dystopie, c'est un futur plus utopique, ça représente un futur proche plus utopique, post énergie fossile, où en fait une société plus juste, plus proche de retour partiel à la nature en tout cas, et plus équilibre avec des rapports plus sains avec l'environnement. Émerge, en général après quand même une bonne catastrophe. Hein. On quitte les villes où elles sont largement réduites de taille et on met des éoliennes partout pour arriver à avoir l'électricité. L'éolienne devient un peu le moulin du Moyen Âge. C'est très prégnant par exemple dans les jeux de société. Tu as énormément de jeux de gestion qui en fait, maintenant, avant, c'était construisez le marché de Nuremberg au XVe siècle ou une usine au XIXe. Là, c'est plutôt faites tourner votre petite communauté post-apo, voilà, mais optimiste. Il fait toujours beau. Alors, tu vois des trucs avec du bambou, des éoliennes, des trucs C'est parfois toujours même très allemand, en fait. des îles, voilà, le soleil avec une inspiration très japonisante, justement beaucoup le château ça fait très Miyazaki si tu veux. Le côté un peu sympa de Nausicaa, la vallée du vent, le côté
le côté plutôt lumineux en fait de l'œuvre de Miyazaki, tu te demandes parfois, ouais, mais quand tu vois, et en cas de dérèglement climatique, de cyclone, ce truc, comment ça tient? Enfin bref, il y a un côté un peu art naïf, un peu naïf en fait dans l'esthétique. Mais derrière, il y a quand même une question assez sérieuse. C'est d'ailleurs ces défenseurs le font, ceux qui prennent ça un peu au sérieux le font, disent le but c'est pas tant d'aller cueillir des fruits sur les arbres et cultiver son jardin, c'est aussi d'imaginer une société post-capitaliste. Parce qu'en fait, d'arriver là où en fait le cyberpunk n'a pas pu, n'est pas arrivé, c'est vraiment et parce que dans le punk, il y a quand même une des racines du punk, il y a il y a le mouvement do it yourself. Mhm. Donc c'est d'ailleurs le côté punk des hackers qui essayent de do it yourself. On se rend compte que finalement face à dans un univers capitaliste, le do it yourself, il est quand même très très limité en fait. Tu peux pas. C'est immule, et Voilà. donc c'est traqué et c'est supprimé. Ça finit tôt ou tard par être marginalisé parce qu'on te propose un truc tout nouveau, tout beau sur lequel tu n'as aucun contrôle, mais tu payes pas. Mais pas de grave, tu vas payer une fois par mois, c'est pas grave. Un petit abonnement, c'est pas grave. Dans le Solarpunk, tu essaies d'imaginer vraiment un univers, c'est un univers où en fait tu as plus de, comme le système est tombé par terre, faut gentiment reconstruire. Alors c'est c'est un peu pour les vieux grincheux comme nous, ça fait un peu naïf si tu veux, mais ça fait vraiment, Les vieux grincheux comme toi, moi je suis pas le grincheux. punk, c'est en fait le quelque chose punk des millénials en fait, si tu veux. Mhm. Des... Bah, je crois, il y a quand même il y a quand même une évolution de la société vers toujours plus de consensus. Dans le cyberpunk, on est dans l'esprit des années 80 qui est peu importe ce que tu fais, mais fais-le avec style. Et tu peux tout à fait, même un peu choquer, et tu le retrouves aussi dans toute la culture musicale des années 80, qui était quand même très, très provoque. Les millennials, pour eux, le punk, enfin, c'est quand même une génération qui est beaucoup plus dans le consensus. Plus un mot au-dessus de l'autre, on a tous les mêmes valeurs, on est tous contre le Rassemblement national, pour les éoliennes et contre Trump. Et donc, à partir de là, c'est vrai que si tu fais un punk à la sauce millennials, ça va pas être un punk qui va dire fuck you, c'est un punk qui va dire non, maintenant on est tous potes, good vibes, quoi. Il y a un côté un peu hippie, tu vois, mais sans les pétards, parce que le cannabis, ça diminue les compétences pour aller au boulot, quoi. C'est Et vrai. c'est assez logique ce côté do it yourself, parce que paradoxalement, les millennials qui sont beaucoup plus dans le consensus, qui souvent intériorisent beaucoup plus la violence que le système leur fait subir, où en fait ils disent c'est de ma faute, ça se termine en burn-out, en dépression, voilà, ou alors en décrochage, en se disant bon je ne suis pas assez bon pour le système, donc je vais aller faire de la coutellerie dans le Larzac, un truc comme ça. Et Mm. donc ils ne peuvent pas se révolter fuck you parce qu'ils veulent toujours rester dans le consensus. Mais comme le système en a rien à faire de leur gueule et que, à moins d'être complètement crétin, tu sais que la sécurité sociale, ça va être une valse de déremboursement jusqu'à ta mort, que la retraite, tu ne l'auras pas, et puis que l'État, il ne s'intéresse pas trop à ta gueule et que la police, elle ne va pas venir dans certains quartiers, tu te dis, ouais, tu reviens do it yourself, t'as intérêt, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, il y a un mélange dans ce truc de naïveté et de sérieux en fait. Les communautés qui sont en général présentées ou imaginées dans ce mouvement sont effectivement des petites communautés qui tournent comme des horloges parce qu'en fait elles sont motivées par un objectif de survie immédiate. C'est comment on fait pour avoir un peu de chauffage et arriver à bouffer. Euh, et du coup, on imagine assez naïvement qu'elles auront sans conflit. En fait, comme tout le monde est croché, il y aura plus d'exploiteurs et de capitalistes, etc. Apparemment, ils ont rappelé Parce qu'après qu'il n'y a pas de l'Empire lutte des romain, classes.
et qu'après la chute de l'Empire romain, ça a été un grand mouvement dans l'Europe occidentale, do it yourself, et ça s'est terminé avec la féodalité. Euh, Ouais. Mais il y a là-dessus, ça correspond beaucoup, tu sais, il y avait un quartier à Freiburg qui était le premier éco-quartier d'Europe au début des années 2000, le quartier Vauban. Et c'était assez frappant parce que tu découvrais que dans ce quartier Vauban, tu n'avais que des universitaires qui donc réussissaient à s'organiser pour la gestion des déchets, le machin, le truc. Mais parce qu'en fait, à la base, ça passait par une épuration sociale. oui. Et je crois que c'est quand même un des grands imaginaires de notre époque, l'épuration sociale, y compris physique. Alors, c'est un impensé de beaucoup de gens, mais moi, je me rappellerai toujours un youtubeur qui faisait la critique d'Avengers, là, le dernier avec Thanos. Voilà. Ouais. Il disait, bon, Thanos, globalement, il veut liquider la moitié de la population de l'univers parce que l'univers est surpeuplé. Et c'est là où on se rend compte que son point de vue est pas idiot. Il avait dit comme ça, il l'avait sorti comme ça, le youtubeur, et je trouve quand même que c'est un inconscient qui est en train de pénétrer dans les sociétés occidentales, que la vie humaine, évidemment, c'est sacré, patati patata, mais que quand même, va falloir en sacrifier un moment. Et qu'il y a un petit côté eugéniste, là, dans ce que tu m'expliques du Malthusien. solarpunk, malthusien, ouais, mais c'est pareil, parce que le malthusianisme, tu vas choisir les meilleurs, il y a un peu Ah, d'alogénisme. quand tu vois qui prône le malthusianisme, c'est-à-dire à peu près 90% des gens, des people, des VIP, des pundits et autres leaders d'opinion, pas étonnant que ça infuse, même fût-ce parce que tu n'entends parler que de ça, on est trop nombreux sur Terre, on va pas s'en sortir. Et c'est charmant, de petite communauté solarpunk. En fait, il dit, bon, après la catastrophe, mais du coup, au fait, qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui n'ont pas réussi à Mhm. décrocher? Ah ben, tu as la réponse, Ils c'est dans le fertilisent film les. 2012. Ouais. Tu avais vu le film 2012 où Ouais. ils avaient construit un gigantesque arc alors que la planète allait être détruite par un cataclysme, où ils avaient pris toutes les œuvres d'art, les trucs de toutes les nations, les élites y étaient allées et tout le monde crevait, hormis les élites. Et le film se terminait bien parce que cet arc ayant été construit en Chine, il y avait tous les ouvriers chinois qui avaient servi à construire l'arc qui voulaient y rentrer en tambourinant contre les portes. Et là, les héros réussissent à convaincre la chancelière allemande qui dit qu'il faut avoir de l'humanité. Donc, il y a les ouvriers qui ont construit l'arc qui sont également sauvés. Par contre, les Russes qui accompagnent les héros pendant la plus grande partie du film meurt. Curieusement. Tu n'avais pas vu Euh, ça 2012? J'avoue, à un moment, j'ai décroché parce que c'était daube sur daube. Et puis, ils se ressemblent tous, ces films, pour moi. Et, Euh, mais on est en l'idée que ça marcherait. En fait, ce qu'on fait, ça pourrait marcher, mais alors, il faudrait qu'on soit 500 millions, quoi. Ce qu'ils ont ouais, oublié de dire, c'est que comme c'est 80, les 10% les plus riches qui consomment plus que les 90% les plus pauvres, ou presque, si tu butes les 80, fais disparaître 90% de la population, tu vous laisses que les plus riches, ils consommeront encore plus, tout simplement. mm. Aucune. Après, la question, c'est peut-être pas les 10% les plus riches qui seront Hein. sur la liste, ça sera peut-être les 1%. Donc, non, mais C'est. il y a tout un imaginaire ultra malsain Mmh. qui se développe. Et moi, je suis frappé de la manière dont il pénètre la génération Z avec tous ces discours sur la fin du couple, le fait qu'il ne faut pas avoir des enfants avec le réchauffement climatique, etc., etc. Je trouve que c'est assez fascinant comme quoi c'est rentré. Les millennials ont la culture du consensus et les Z, on leur inculque la culture de l'autodestruction. Moi, je sais que qu'est-ce qui est le plus gros acte punk à mon avis, pour un Z à l'heure actuelle, c'est de faire une famille avec 5 gosses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait chier les élites. Et le principe du punk, c'est de faire chier les élites quand même, sinon on n'est plus Bah, dans le punk. on peut vraiment se poser la question. De toute façon, la conclusion qu'il faut, c'est qu'il faut pas compter. Moi,
c'est très mignon les mouvements artistiques, c'est très bien, ça met de la couleur dans Dans la la vie. grisaille du quotidien, etc. C'est super, mais il faut pas compter sur les mouvements artistiques pour faire la révolution. La révolution, elle est faite par des gens particulièrement chiants et ternes. Alors, Tu vois, t'as vu, je sais pas, mais Lénine, c'était en soirée, ça devait pas être génial, quoi. bah, alors moi, je vais parler si. Donc, tu as terminé avec tes punks. Ouais, Moi, j'ai un mouvement punk c'est le gothic punk. Alors, le gothic punk, c'est vraiment dans les années 90, début des années 2000. C'est une époque, moi j'ai beaucoup de nostalgie parce qu'il y avait toutes les lycéennes qui étaient habillées en gothique, tu sais, avec des grosses croix inversées, tout en ouais, noir, il y en a. un maquillage à la Truelle, on aurait dit que c'était des Chinoises. Et avec aussi tout le mouvement un petit peu du néo-metal et du gothic metal. Alors, il reste Nightwish, par exemple, de nos jours. Et en fait, ce gothic punk, c'est l'idée d'être dans notre monde contemporain, mais où tout est plus sale, où tout est plus violent. En fait, alors l'exemple type du monde gothic punk qui vient du jeu de rôle, c'est le monde des ténèbres de Vampire à White la Wolf, mascarade, ouais, ouais. avec Vampire la Mascarade, qui a été créé, si je me rappelle bien, en 91 ou 93, je ne me rappelle plus. Et l'idée, justement, c'est que tu joues à Milwaukee, tu joues à Chicago, donc dans cette Rust Belt, où tout est décadent, tout est rouillé, et où des créatures surnaturelles existent, et que ce sont ces créatures surnaturelles qui provoquent que le monde est plus sombre. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé le gothic punk parce que, en fait, c'est pas une caricature de nos sociétés, c'est une version sombre, une version noire, qui est souvent ultra subtile. C'est-à-dire que l'usine qui est délabrée et que tu croises chaque matin dans le monde réel, ben, elle va être encore plus délabrée dans le gothic punk et il va y avoir aussi un cadavre qui va être enterré à côté. En fait, le politicien est un peu plus corrompu que dans le monde réel et tout. Ouais. Et je trouve qu'il y a un côté assez subtil dans le gothic punk. Et le deuxième aspect où je trouve que c'est vraiment très subversif, c'est que prenons l'exemple de Vampire la Mascarade. En fait, c'est une grande métaphore du pouvoir dans le gothic punk parce que, en fait, les sociétés humaines sont contrôlées depuis la nuit des temps par des créatures surnaturelles qui voient les gens comme du bétail. Donc des vampires, dans Vampire la Mascarade, mais ça peut être aussi autre chose. Et là-dessus, en fait, il s'inscrit dans un imaginaire. Alors, il s'appuie du gothique, des romans gothiques du 19e siècle, Dracula, Wuthering Heights, etc. Mais là où Dracula et Wuthering Heights font du monstre, en fait, une anomalie, un truc qui est exclu de la société, puisque Dracula est une bête. Il ne pose pas de questions profondes sur ce qu'est le victorianisme. Ouais. C'est un catholique déjà, c'est un catholique qui vient corrompre le monde Et un protestant. yougoslave, c'est un catholique roumain, c'est ça. Un catholique, oui, voilà, un catholique roumain, Transylvanie, voilà, etc. Et d'ailleurs, hongrois. ce sont les bons protestants qui, par la foi, réussissent à le chasser et la société, toute l'ambiguïté sexuelle qu'il peut y avoir dans le mythe du vampire, bah, disparaît. Par exemple, bah, à la fin, tout retourne en ordre, ma bonne dame. Et le gothic punk, justement, bah, reprend ces figures, sauf qu'il les met au centre de nos sociétés. Le vampire devient au centre de la société et c'est à la fois un vampire, un monstre, mais aussi quelqu'un qui souvent lutte pour son humanité. C'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment le côté ambigu du vampire dans Vampire la Mascarade. Comment ne pas devenir une bête, alors qu'en réalité on est un prédateur, qu'on est un monstre par nature, mais comment garder un semblant d'humanité. Et ces vampires sont des directeurs de multinationales, des hommes politiques. Et en fait, le gothic punk réactualise la grande mythologie du XXe siècle, qui est la théorie du complot. Ouais, bah c'est pas pour les années 90, c'est quand même les années X-Files aussi. Ça a été le conspirationnisme. C'est aussi dans Gotham City, c'est là un peu la période un peu des grandes œuvres de Dark Knight, etc. Donc Gotham City, c'est New York
vampires, tu vois. Mhm. Il y a eu, ça s'inscrit là-dedans. On peut dire aussi que ces vampires-là s'inspirent de l'œuvre d'Anne Rice, donc les Oui. Stalles, vampires, etc. Donc Les immortels qui se font chier. oui, voilà, c'est ça. Évidemment, c'est. Les intouchables qui se font chier et qui pourrissent la vie de l'ensemble des mortels, des gens Ouais, normaux. ouais, voilà. C'était un trait. C'est un trait en fait tellement. C'est marrant de voir que la génération suivante, en fait, le côté cet aspect-là lui parle plus du tout. Le côté comment le côté théorie du complot est devenu limite un crime de la pensée, alors que c'était quand même un mode, un sujet qui était relativement peu, qui suscitait pas autant de rejet il y a 30 ans, Alors, quoi. alors moi, je dirais pas ça. Je dirais qu'en fait, ça a été particulier, ça a été totalement intégré. Tu vois, c'est-à-dire que via leurs réseaux sociaux, maintenant, les jeunes baignent en fait dans cette théorie du complot, mais en fait, ils vivent un petit peu, tu sais, comme les gens dans les pays socialistes vivaient. C'est-à-dire, il y a la chose que tu dis en public, puis il y a après ce que tu penses en privé, mais ils ont intégré que tu as vraiment les deux éléments. Et surtout, en fait, c'est des théories du complot qui portent sur des petits trucs, toujours sur des petits détails, et sur des choses aussi complètement farfelues, avec tout la naissance du lien entre complot et nouvelle spiritualité. Et c'est là où l'évolution du gothic punk, je trouve, est assez symptomatique de notre société. C'est que dans les années 90, le gothic punk, il y a un vrai discours en fait politique. C'est globalement comment les CEO nous sucent le sang. Ouais. C'est le film L'avocat du diable de Keanu Reeves, par exemple, qui est totalement gothic punk. Et on voit un truc qu'on voit assez typique avec les Z, dont on va parler avec le solar punk, c'est que maintenant, ils ne se posent plus la question de qui a le pouvoir et comment le renverser et d'où il vient. En fait, ils ont retourné ça contre eux en se disant, voilà, en fait, c'est par exemple la saga des Twilight, qui est un peu Ouais. l'équivalent du gothic punk pour la génération maintenant des gens Z qui ont 20 ans. Mais Twilight, on va retirer toute la dimension justement subversive, politique, pour rester dans un truc un peu de relation macabre, Oui, c'est adolescent, c'est glauque en ça, fait. c'est si d'ailleurs de tous les fans d'univers de vampires, etc., ils disent que c'est la pire chose qui soit arrivée au genre, quoi. C'est pour Mhm. ça l'a complètement enterré et ridiculisé parce que c'est 50 nuances de gris, de grès, mais avec des crocs, quoi. Mhm. C'est, bref, Ouais, ou l'inverse, tu vois, c'est Twilight sans les crocs. ouais. Ouais. Donc, mais c'est vrai que j'avais pas j'étais resté sur l'aspect technologique, le côté punk que j'avais. Mm. Voilà, j'ai vu dans ta liste et le gothic punk. Moi, j'avoue que je suis très fan du gothic punk parce que, évidemment, c'est toute l'imagerie métal de la Hmm. fin des années 90, début des années 2000. Mais là encore, c'est que dans les années 90, on était dans des villes qui n'avaient pas encore été toutes gentrifiées. Ouais. Maintenant, tu imagines du gothic punk à Starbucks? C'est un peu compliqué. D'ailleurs, dans les dernières éditions de Vampire la Mascarade, c'est un peu le truc, c'est qu'en fait, ils essayent d'implanter ça dans le 21e siècle. Donc maintenant, le personnage de vampire, c'est du jeune vampire que tu incarnes quand tu lances une partie de Vampire la Mascarade. C'est un millénial, donc avec ses réseaux sociaux. Sauf qu'il est toujours, même ces nouveaux pouvoirs du vampire lui empêcheront pas de rendre des comptes à des entités qui sont surpuissantes, qui sont paumées devant un clavier, quoi. C'est ce qui est un peu aussi la métaphore continue, mais c'est vrai que le capitalisme finissant a quand même toujours réussi
à neutraliser, à digérer les mouvements culturels. Après, pour terminer aussi sur la question du complotisme, quand on regarde X-Files, que tu as cité comme grand exemple, parce que X-Files, il y a aussi un côté gothic punk. Parce que la bureaucratie américaine, alors il y a à la fois un côté science-fiction, mais il y a certains épisodes qui sont très gothic punk. Oui, Quand très ils fantastique. très fantastique, et puis surtout avec cette idée que tout est plus sombre que la réalité. Je crois que X-Files a cessé d'être d'actualité après le 11 septembre 2001. Parce que brutalement, les événements qui étaient présentés comme des choses absolument terribles, catastrophiques, le 11 septembre 2001 a ouvert une nouvelle ère. Ça a été bien pire en réalité. Et à partir de là, la société s'est beaucoup tendue. Et moi, c'est un truc que j'avais remarqué, tu sais, quand ils avaient refait des saisons d'X-Files bien plus tard, après 2001, c'est qu'en fait, un complot d'extraterrestres qui fricotent avec le gouvernement américain pour enlever des Américains, quand tu vis dans le monde du post-11 septembre 2001, post-mensonge à l'ONU de Colin Powell Ouais, sur la fiole, les armes de destruction massive, sur la post-vérité et tout, en sur réalité, ouais, ouais, on est, Guantanamo. voilà, on est passé à autre chose. Ouais. Et je crois que c'est là aussi peut-être la raison de l'essoufflement du gothic punk, c'est que dans les années 90, les vampires étaient cachés, en fait. Il y avait cette côté d'essayer de les mettre en lumière, tandis que maintenant, quand tu vois des gens comme Elon Musk, Mm. c'est un personnage de Vampire la Mascarade. Sauf que désormais, il est à la tête du gouvernement et il gère la modernisation de l'État. Et surtout, à sa génération, c'est un mec, enfin, tous les présidents, tous les CEO des grands milliardaires américains, parce que nous, on est en France, les médias sont en admiration devant un vendeur de sac à main, chacun son truc. Là, Et que- c'est que des types, tu vois, tu as Jeff Bezos tu sens que le mec, il se prend vraiment pour Lex Luthor. Il il en est joue à chaud. mort du côté milliardaire qui se la joue à fond. Ils se prennent, en fait, à la fois c'est des Américains, donc à la fois l'exemple des Robert Baron du début du 20e, qui étaient les grands ennemis de Theodore Roosevelt et leur. Mais en face, ils ont eu les Roosevelt, l'oncle et le neveu. Là, non, les deux cousins, non, ils étaient cousins, pardon. Mais Et les cousins. les cousins Roosevelt qui leur ont mis des bâtons dans les roues. Il y en a un qui s'est plutôt mis les bâtons dans les roues tout seul, quoi. Voilà, Théodore, là, il n'a pas trop suggéré. Hein. ouais, là, Elon Musk qui te parle d'un plan neural, etc. Zuckerberg qui a l'air qui ressemble de plus en plus à H.P. Lovecraft à chaque sortie. Et Google, il joue à fond sur ce côté futuriste et de se la jouer. Ça doit beaucoup les faire marrer parce qu'en plus, ces gens-là ont biberonné à ça. Ce sont des nerds aussi sur leur temps libre. Donc, ils peuvent jouer avec ces codes et les retourner dans leur communication. Oui, parce qu'en réalité, quand tu regardes l'argumentaire MAGA, l'argumentaire trumpiste, tu as l'impression que c'est Vampire la Mascarade. Tu vois, avec tout le scandale là, du Pizzagate en 2016, les élites sont en cachette, des pédos satanistes qui enlèvent des enfants, qui le sacrifient dans des messes noires à partir d'une pizzeria. Et c'est quand même C'est un scénario de Vampire la Mascarade. Très clairement, ça fait vraiment penser à ça. Très c'est un bon. scénario de Vampire la Mascarade. Il faut se rappeler qu'on a eu le même phénomène dans les années 1760, avant l'éclatement de la Révolution française, avec toutes les rumeurs autour de la disparition des enfants de l'hôpital général, qui étaient des orphelins et dont on a accusé la noblesse, notamment sous Louis XV, de faire des sacrifices, etc., etc.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les rumeurs se cristallisent dans la culture populaire, qu'elles fermentent et qu'après ça finit par être, politisé. Et je crois qu'on a une séquence années 90-2020 dont le gothic punk a été un élément un peu central, qui ressemble beaucoup à la séquence qu'on a eue en France 1760 jusqu'en 1789-90. Alors après, pour le Pizzagate, on ne sait pas, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu l'affaire Epstein avec le type qui a un carnet d'adresses gigantesque. Oui. On sait qu'il doit probablement avoir tout le Gotha français dans sa poche, et que le carnet est probablement entre les mains de Trump, qui doit en avoir de Donald Trump. Donc en fait, s'il a envie que Macron dans sa poêle devant le Là-dessus, c'est Congrès, des spéculations, hein. voilà, Moi, je ne pense pas ça. tu as l'affaire, bon là c'est le milieu du rap et du showbiz, mais tu as l'affaire Didi où en fait quantité industrielle d'huile de bébé qui servent en fait à la drogue, parce qu'en fait d'après ce que j'ai compris, au lieu de l'injecter de la faire avaler par la boisson, ils faisaient ça par contact. Donc au cours de la fête, les gens étaient drogués à leur insu avec ça, par contact cutané. Enfin, là ils sont en train de fouiller. Et là pour le coup, le mec s'est fait choper. Mais ça fait tellement, tu sais, la scène d'ouverture de Blade. Tu te Ouais. rappelles le film Ah Le oui, chasseur de d'ailleurs, le vampires meilleur dans la film disco? gothic punk qui a jamais été fait. D'ailleurs, le meilleur film Marvel parce que c'était pas considéré comme un film Marvel à l'époque. Ça n'a pas Oui. été présenté. Ouais, c'était un excellent, Blade avec la discothèque et ça se termine en carnage. Ouais, voilà, la discothèque avec le sang dans les. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tu as les anciens vampires qui sont en costard-cravate dans leur bureau, qui giflent l'organisateur. Ouais, ça va pas la tête. Tu vas nous faire choper ou quoi? Et Et ça, c'est très c'était, Vampire la Mascarade, avec le voilà, c'était conflit entre les jeunes et les vieux. totalement. D'ailleurs, t'avais ça aussi dans la moins bon, le truc avec Kate Beckinsale, l'actrice qui a fait plusieurs films. Le premier était pas mal, les autres Oui, sans avec les intérêt. loups-garous et Oui, machin. voilà. Ouais. T'as eu quelques bons films sur l'univers gothic punk, mais pas Ouais, beaucoup. mais tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, pour reprendre ton image dans Blade, les vieux vampires qui giflent le jeune vampire en disant tu vas te faire choper, bah, les vieux vampires sont morts maintenant. Et tu as, comme tu dis, les nouveaux, Bezos, Musk, toute la clique, qui sont à visage découvert. Ouais, on peut. À une moindre échelle, on a toute notre sympathique paysage politique français où t'en as un qui vraiment arrive. T'as as plein quand même de jeunes gars et de moins jeunes qui sont visiblement sous-produits, quoi, qui arrivent coquets ou qui prennent la parole au perchoir en étant complètement défoncés. Ça, Et c'est un truc très gothic punk aussi, la généralisation de la drogue, ouais, voilà. qui est, et désormais la consommation de la drogue, là encore, dans les années 90, c'était un phénomène minoritaire. Ouais. Là, c'est vraiment passé dans les mœurs de la nouvelle génération. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un côté, c'est plus récréatif. Parce que la drogue, dans les années 90, ça a toujours été très dangereux, la drogue, et ça a toujours été une stupidité d'en prendre, hein, surtout que bah, globalement, une population sous sédatif, ça arrange plus l'État que ça ne le remet en cause. Mais c'était quelque chose de récréatif. Est-ce que maintenant la drogue est intégrée en fait dans la vie quotidienne au travail? Et ça, c'est un truc très gothic punk pour le coup aussi, la généralisation de la drogue et le fait que on se rappelle par exemple que dans Vampire la Mascarade, il y a les vampires, mais il y a les ghouls qui sont Ouais. leurs serviteurs, qui sont shootés au sang de vampire. Ouais, il y a tous les. Oui, ceux qui font le go-between entre les humains et les vampires. D'ailleurs, en parlant du cinéma, du grand cinéma hollywoodien, les années 90, ça a été une très belle période. Il y a eu beaucoup de films d'excellente science-fiction, d'anticipation. Et tu en avais un justement sur la drogue qui est resté un film de génération et qui était Requiem for a Dream, où J'avais détesté. 2001, si je me rappelle bien. ouais, au Et moins,
à la fin, on te montre comment ça se termine. Ça se termine très, 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 très mal. J'attends de voir le cinéma d'aujourd'hui prendre le truc un peu plus frontalement et dire vous allez finir comme des morts vivants et de façon atroce. J'ai l'impression que maintenant c'est très à la mode de faire alors le format roi maintenant c'est la série, de faire des séries assez voyeuristes sur la jeunesse d'aujourd'hui qui est défoncée mais c'est pas grave. Ça fait partie De toute façon, le truc, c'est que la jeunesse, tu prends un peu les codes qu'on lui montre. C'est pareil, dans le rap, tout le discours sur la drogue, c'est un petit peu faire du rap une sorte de plaquette commerciale et publicitaire. Ah, parce que à force de dire ah, le shit, je vends du shit, je vends du shit, bah, t'écoutes ça, tu te dis tiens, je vais peut-être essayer d'en acheter. Et c'est ça qui est assez rigolo Et là, je crois que le Gothic Punk n'avait pas vu à quel point le monde allait devenir atroce. C'est que désormais, la moindre parcelle d'entertainment de masse est en fait quelque chose pour t'imposer des modes de consommation. Tu vois, par exemple, Vampire la Mascarade, où les vampires dans le Gothic Punk sont toujours présentés quand même comme des méchants. Ouais. Bah, quand tu regardes les textes de rap américain à l'époque, de maintenant, là, tous les trucs, les Drake, les machins, t'as vraiment, ça pourrait être des vampires de Vampire la Mascarade qui parlent, parce qu'ils ont le même respect de la femme, la même considération face à l'argent durement gagné, les mêmes goûts pour des voitures, tu vois, un peu médiocres. Tout ça, bien sûr, c'est de l'antiphrase. Et il y a vraiment ça, c'est qu'en fait, ça me rappelle la phrase de Lovecraft, tu sais, quand il avait dit qu'il viendra un temps où l'humanité sera devenue comme les grands anciens, au-delà du bien et du mal, et que l'ensemble du monde se jouira et que la planète explosera dans une révélation d'extase Ouais, orgiaque. non. Ouais, Ouais. Bah, si tu veux, c'est un peu quand tu prends le biais des films d'anticipation du cyberpunk ou du gothic punk, en fait, ces trucs-là, en fait, deviennent un peu se démonétisent parce que la réalité finit toujours par dépasser la fiction. Nous vivons dans un monde qui est cyberpunk, nous vivons dans un monde qui est très gothique, puisque au sens même gothique, au sens des romans anglais de l'époque du gothique du 19e siècle, c'est-à-dire un monde assez sombre où les puissants commettent les pires horreurs en toute impunité, parce que bon, on a chopé le frère du roi d'Angleterre s'est fait choper sur la liste des invités d'Epstein. Tout ce qu'ils ont trouvé, le mieux qu'on puisse faire, c'est de le priver de dessert en fait. Techniquement, bon, je veux Ah, plus te vu voir les sur la desserts photo. anglais, je ne sais pas si c'est une punition. Non, mais tu vois, le truc, c'est que normalement, ce type devrait, s'il a vraiment fait ce qu'il a, s'il a fait avec des mineurs, il devrait, tu vois, être assigné à résidence à vie avec, mais vraiment dans un régime semi-carcéral, c'est le minimum, à défaut d'être jugé. Non, là, on va lui dire, non, est-ce que tu pourrais quitter cette baraque ce château à 3 millions de livres de rente et pour aller dans une maison, dans le pavillon de chasse, un peu là. Donc, pavillon de chasse, il fait 3 étages et 150 mètres carrés, mais tu vois, c'est déjà, tu vois, histoire de, c'est ça le À truc. peine la taille d'une garçonnière. Voilà, c'est ça. Va-t-il s'en remettre C'est incroyable. Les types se font choper, même en France.